Le président du Faso félicite le nouveau cardinal. Blaise Compaoré a rendu visite ce matin au cardinal Philippe Ouédraogo. Un nouveau pôle de croissance pour booster l'économie burkinabé, Grappe Huilerie de Bobo Dioulasso, vient d'être créé et destiné à améliorer la compétitivité dans ce secteur au Burkina Faso. Viktor Yanukovych refait surface plus d'une semaine après avoir été contraint à abandonner le pouvoir. Le président ukrainien déchu déclare n'avoir été destitué par personne et fustige l'attitude des Occidentaux. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans ce journal. Bienvenue à tous et merci de votre attention. Le nouveau cardinal reçoit la visite du président du Faso ce jour. Blaise Compaoré est allé témoigner toute la fierté du peuple burkinabé au cardinal Philippe Ouédraogo pour cette distinction qui honore tout le pays. Le chef de l'État a dit tout son soutien pour son cardinalat fructueux. Pour un cardinalat fructueux, les temps forts de la visite de ce matin avec Touboum Evelyne Dabiri. L'archevêché de Ouagadougou s'est paré de ses plus beaux atours pour cet événement exceptionnel, la visite du président du Faso au nouveau cardinal. Cette visite s'est déroulée en différentes étapes: accueil, moment de piété, bénédiction du président du Faso, puis une série d'entretiens. Un premier tête-à-tête entre Philippe Ouédraogo et Blaise Compaoré, puis un entretien entre le visiteur du jour, le cardinal et les évêques du Burkina, et enfin un dernier tête-à-tête. Cette visite est un soutien au cardinal vu la tâche gigantesque qui est liée à sa mission. Nous sommes venus pour apporter nos encouragements à son éminence et bien sûr saluer l'homme qui a été choisi par son action au service de l'Église et bien sûr du Burkina, et dire bien sûr ce que sera aussi la place de ce que souhaite l'État du Burkina, un État, c'est vrai, laïque, mais qui rencontre l'Église catholique sur les terrains de la promotion de la sécurité humaine, de la consolidation de la paix dans notre pays. Alors tout cela montre que c'est pour les évêques de Burkina, comme pour l'Église, comme pour les autres communautés, beaucoup de responsabilités assumées pour faire en sorte que notre pays soit une référence d'une communauté nationale où il y a des religions, où il y a des croyances diverses, mais il y a une identité de vue sur la citoyenneté, sur la laïcité. Cette visite intervient après que Philippe Ouédraogo ait reçu son titre de cardinal, ce qui fait de lui un des plus proches conseillers du pape. Il est ainsi appelé à penser et à aimer plus large pour un meilleur service rendu à l'Église universelle. Et pour l'événement, un parterre de journalistes s'est mobilisé pour relayer l'information. Et au palais de Kosiam, le président du Faso recevait en fin d'après-midi deux personnalités du monde de la santé. Il s'agit du directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé en fin de mission au Burkina Faso. Blaise Compaoré s'est ensuite entretenu avec le docteur Alain Mérieux sur les activités de l'Institut et de la Fondation Mérieux en Afrique et au Burkina Faso, à l'issue de quoi le docteur Mérieux a été fait officier de l'ordre du mérite par le président du Faso, Sylvestre Da. Pour une visite de courtoisie et de revoir au président du Faso, l'occasion a été saisie par le directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé et son adjointe pour faire le bilan des 6 années qu'ils ont passées à la tête de cette agence spécialisée de la CEDEAO. On a travaillé sur mettre en œuvre le deuxième plan stratégique de l'Organisation ouest-africaine de la santé, qui s'était composé de 10 programmes principaux. Mais on peut vous faire l'économique, on a beaucoup travaillé dans l'harmonisation de curricula de formation, que jusqu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on a pu harmoniser une quarantaine de curricula de formation, qu'en ce moment, depuis l'année passée, on a commencé à le mettre en œuvre au niveau de différentes institutions de formation existantes dans l'espace CEDEAO. On a travaillé dans l'élaboration de quelques politiques régionales de santé dans les différents domaines, notamment de renforcement du système d'information sanitaire, qui pour nous c'est un volet très important parce que les informations que les autorités doivent avoir le droit doivent être informations proches à la réalité. Et pour mieux
non seulement faire face aux différentes situations, surtout épidémiques, mais aussi pour une meilleure planification de nos activités. Et comme dernièrement, on a beaucoup travaillé aussi dans la promotion de la production locale de médicaments. Et on vient d'inaugurer, de laisser fonctionnel le stock régional de sécurité des ARV basé en Côte d'Ivoire. Différents chantiers que la nouvelle équipe devra poursuivre. Le Bissau-Guinéen Placido Montero Cardoso cédera sa place au Nigérien Javier Crespin. À la suite de la délégation de l'Organisation ouest-africaine de la santé, c'est au tour du président de l'Institut et Fondation Mérieux et ses collaborateurs d'être reçus par le chef de l'État. L'entretien a porté sur les relations entre le groupe Mérieux et le Burkina Faso, jugées excellentes. Nous avons évoqué également le projet que nous menons avec centré au Burkina, avec le Mali et avec le Sénégal, et maintenant avec le Bénin, le Togo, la Guinée et le Niger, pour avoir un réseau de laboratoires performants, de techniciens bien formés, de laboratoires de haute qualité, avec un équipement bien maintenu et bien conservé, de façon à donner des résultats biologiques semblables dans tous ces pays d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes, par une tradition qui fait 4 générations maintenant, depuis Pasteur, nous sommes une famille qui était dans la maladie infectieuse, à la fois par les vaccins et le diagnostic. Et nous avons une fondation qui s'efforce de garder ce même message d'une médecine pasteurienne, ouverte, sans frontières, et travaillant sur la bonne connaissance de ces maladies. Nous attendons du président d'abord son soutien, et puis également qu'il nous laisse le fer de lance que nous avons avec nos amis burkinabés, parce que votre pays mène, je dirais, le combat dans tous ces pays d'Afrique de l'Ouest, est en avance sur les autres pays, et il faut que l'exemple du Burkina s'étende aux pays voisins. En reconnaissance pour l'utilité publique de l'Institut et de la Fondation Mérieux et pour l'investissement des groupes dans la lutte contre les maladies infectieuses au Burkina Faso, le docteur Alain Mérieux est élevé au rang d'officier de l'ordre national par le président du Faso. Le groupe Mérieux, faut-il le rappeler, est également un des leaders mondiaux dans le domaine des vaccins à la fois en médecine humaine et en médecine vétérinaire. Au Burkina Faso, les acteurs de la santé font le point des résultats dans la lutte contre la mortalité maternelle et infanto-juvénile à travers les différentes stratégies adoptées. Le Comité national de suivi de la mise en œuvre des programmes et stratégies de réduction de la mortalité maternelle et néonatale s'est réuni ce matin à Ouagadougou autour de la première dame du Faso pour cet exercice. Claudine Bikaba. Selon les résultats présentés ici par la Direction de la Santé et de la Famille à cette session ordinaire du Comité national de suivi de la mise en œuvre des programmes et stratégies de réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile, en 2012, on a enregistré 702 décès maternels contre 532 en 2013 et 1776 décès néonatales en 2012 contre 1417 en 2013, soit une réduction du fléau, d'où l'inversion de la tendance de ces mortalités. Situation qu'apprécie la première dame du Faso, engagée dès les premières heures pour la lutte contre ce mal, ainsi que la responsable du domaine à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle. Il faut dire que depuis la vision 2010 au Mali, que nous, les premières dames, étaient engagées dans ce combat-là de la mortalité maternelle et infantile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Burkina Faso était à 36% en 2010. Et aujourd'hui, avec ce nouveau comité, je pense que nous atteindrons les objectifs du millénaire qui est de 50% en 2015. Au niveau de la mortalité maternelle, il y a les chiffres qui sont donnés régulièrement par semaine et on voit les tendances. Et comme ça a été présenté tout à l'heure, en tout cas la tendance est à la baisse au niveau de ces mortalités maternelles et néonatales. Ce qui réconforte beaucoup, mais c'est pas du gagné. Il faut que nous restons toujours vigilants. Il faut qu'il y ait toujours cet engagement politique. Il faut qu'il y ait toujours cette mobilisation au niveau des acteurs du terrain pour qu'on tende encore vers des chiffres plus bas. Les efforts du Burkina et l'engagement de la première dame sont salués par la représentante de l'OMS au regard des résultats auxquels il est parvenu. Nous ne pouvons que nous réjouir de ce que nous voyons.
D'abord, relever l'engagement politique de très haut niveau qui fait que la santé maternelle et infantile occupe une place très importante ici au Burkina Faso. Deuxièmement, aussi relever l'engagement de la première dame, de Mme Chantal Compaoré, qui montre tous les jours que ce n'est pas un engagement seulement de parole, mais un engagement aussi d'action. Et vraiment une volonté d'accompagner et de suivre ce qui se passe. Et c'est ce qu'on a vu ce matin. Le ministère de la Santé nous a montré la situation actuelle, les dispositifs qui ont été mis en place pour mieux suivre les questions de la mortalité maternelle. Et nous ne pouvons vraiment que les féliciter. Il est donc question à cette session ordinaire de faire le compte-rendu des résultats obtenus sur le terrain ainsi qu'un plaidoyer pour poursuivre dans la même lancée afin d'arriver à bout de ce mal qui endeuille des familles et entrave l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Et à noter ce pas important franchi par le Burkina Faso dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles depuis 2011 à travers l'élaboration d'une loi pour maîtriser cette lutte. Il est question maintenant de s'approprier ce dispositif législatif en cours de rédaction et les députés y travaillent depuis hier. Sogrinoma Ibrahim Djigima. Dans les villes comme dans les campagnes du Burkina Faso, les violences faites aux femmes prospèrent. Selon les sources officielles, environ 33% de femmes et de jeunes filles sont victimes de violences au sein de leur foyer ou famille et plus de 40% sont mariées sans leur consentement. Une situation suffisamment alarmante et le hic, c'est qu'il y a comme un vide juridique en la matière. C'est vrai qu'il y a le code pénal, il y a le code de procédure, il y a le code des familles, mais d'une manière spécifique, on n'a pas une loi qui permet d'identifier la nature des violences et de pouvoir apporter des solutions, à savoir prévenir, protéger, réprimer les auteurs de cette violence et prendre en charge les victimes. En effet, depuis 2011 et avec le concours de l'Union interparlementaire, une proposition de loi est en cours d'élaboration à l'Assemblée nationale. Cet atelier donc vient pour permettre à la législature actuelle de s'en approprier afin d'accélérer la marche vers l'adoption de cette loi portant prévention, protection et répression des violences faites à l'égard des femmes et des filles. Les communications qui vous seront livrées permettront, j'en suis sûr, des échanges que je souhaite fructueux et à l'issue desquels des recommandations d'actualisation de la proposition de loi pourraient, le cas échéant, être formulées. Pendant 2 jours donc, les questions sur la mutilation génitale féminine, le mariage précoce, l'exploitation sexuelle, le viol conjugal seront débattues dans le but ultime de concrétiser cette initiative parlementaire de renforcement du dispositif législatif en matière de violences faites aux femmes. Et puis le paludisme chez la femme enceinte au cœur d'un projet de recherche contre cette maladie. 3 pays sont concernés par ce projet initié par l'Organisation mondiale de la santé et des partenaires. Des précisions avec Tobom Eblin Dabiri. Les statistiques de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, montrent une diminution du taux de mortalité lié au paludisme de près d'un tiers dans la région africaine de l'OMS ces 10 dernières années. Mais des pays comme le Burkina Faso continuent de supporter un lourd fardeau de la maladie. Dans ce contexte et afin de venir à bout de ce fléau, le groupe stratégique Cosmic, qui est un consortium international de chercheurs, des pays comme la Gambie, le Bénin et le Burkina Faso, est en concertation à Ouagadougou ce 27 février avec un objectif précis. L'objectif de la rencontre, c'est de discuter avec les autorités sanitaires burkinabées, mais aussi les chercheurs et les acteurs du terrain, comment mettre en place une étude qui va nous permettre de savoir est-ce que avec les travailleurs de santé au niveau de la communauté, les agents de santé communautaires peuvent apporter un plus dans la lutte contre le paludisme et plus spécifiquement dans la lutte contre le paludisme visant les femmes enceintes. Vous savez que les femmes enceintes normalement doivent faire des visites prénatales et elles doivent prendre des médicaments contre le paludisme pendant toute la grossesse. Mais le niveau ici au Burkina est encore très faible.
Cette maladie qui prévaut souvent chez la femme enceinte porte d'énormes préjudices au fœtus, d'où une nouvelle stratégie du consortium en vue d'empêcher un paludisme placentaire. Il faut savoir que même un paludisme asymptomatique, ça veut dire un paludisme qui n'a pas de signe chez une femme enceinte, est un paludisme potentiellement dangereux. Le paludisme placentaire, il n'est pas visible quelquefois, mais c'est un paludisme très très vicieux parce qu'il met à risque l'enfant dans sa première année de vie. Il a un impact très négatif sur la croissance de l'enfant pendant ses premières années de vie et c'est cela qui explique quelquefois qu'il y a une forte mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. À terme, les résultats de cette rencontre devraient mieux impliquer les agents de santé communautaire pour appliquer de nouvelles politiques et interventions en vue d'enrayer le paludisme des pays suscités. Après Bagrépole et le pôle minier du Sahel, voici Grappe Huileries de Bobo-Dioulasso, un nouveau pôle de compétitivité pour booster le secteur des huileries. L'annonce a été faite ce matin par le Premier ministre au terme des travaux de la première session de l'année du comité de pilotage des pôles de croissance à Ouagadougou. Ernest Kambiri. Le nouveau pôle de compétitivité ainsi créé consacre le secteur des huileries de Bobo-Dioulasso, Grappe Huileries de Bobo. Et c'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a fait l'annonce de la création de ce nouveau type de pôle de croissance ce jour même au terme des travaux de la première session 2014 du comité de pilotage des pôles de croissance. Grappe Huileries de Bobo traduit la volonté du gouvernement burkinabé et de ses partenaires de dynamiser la compétitivité des petites et moyennes entreprises et industries par l'approche grappe d'entreprises afin d'accroître leur contribution à la croissance économique du pays. L'un des secteurs où les difficultés sont les plus remarquées en termes de compétitivité, c'est justement la question des huileries. Vous avez certainement suivi à quelques mois de cela les difficultés que connaît ce secteur. Le comité de pilotage a retenu de pouvoir lancer cette grappe d'entreprise-là en tant que grappe pilote. D'abord pour résoudre les difficultés. Avec ce nouveau pôle de compétitivité en marche, c'est une nouvelle forme d'organisation des entreprises dans un cadre de mutualisation qui est lancé. Il s'agit là d'une approche qui apprête la part des entrepreneurs à un changement de paradigme dont la vision pourrait être unie. Nous sommes plus forts face à l'adversité. J'en appelle donc au changement de mentalité pour que, main dans la main, nous accompagnons le développement du secteur de l'huilerie en relevant les défis que nous nous sommes fixés. J'encourage la Chambre de commerce et la maison d'entreprise à qui nous avons confié la maîtrise d'ouvrage de ce nouveau pôle de croissance à conjuguer leur expertise pour la réussite de l'opérationnalisation des grandes entreprises et notamment la Grappe Huileries de Bobo-Dioulasso. Pour que cette nouvelle vision apporte les changements tant souhaités, le gouvernement burkinabé a décidé le 26 février dernier que des mesures relatives à la distribution des huiles alimentaires dans les boutiques témoins soient renforcées, ce qui offrirait un débouché sur la production nationale. Je demande au ministre chargé du commerce d'intensifier la lutte contre la fraude, car en assainissant le marché, que nous créons un environnement propice pour une compétition saine dans laquelle je suis convaincu toutes les PME du secteur doivent trouver leur compte. Mais il va de soi que le rôle et la responsabilité des acteurs de ce secteur est vraiment déterminant. Pour résoudre les questions de communication et de financement qui sont des préoccupations dont la résolution permettrait de garantir le succès du processus, la BAD, la Banque africaine de développement, annonce qu'elle va mobiliser la somme de 15 milliards de francs CFA pour accompagner la mise en œuvre des activités. Occasion pour le Premier ministre chef du gouvernement de traduire la reconnaissance de l'ensemble du gouvernement burkinabé à tous les partenaires et amis du Burkina. Au terme des travaux du comité qui a permis de faire le bilan de la mise en œuvre du programme de travail annuel 2013, les membres ont adopté le plan d'action prioritaire 2014-2016 et le programme de travail annuel pour 2014 et ont adopté les budgets de plus de 3 milliards irrélatifs. Le comité a approuvé la démarche retenue pour l'opérationnalisation de la Grappe Huileries de Bobo présentée à cette première session de l'année et s'engage à la mettre en œuvre dans les plus brefs délais pour booster la compétitivité des petites et moyennes entreprises et industries intervenant dans le secteur. Avant de prendre rendez-vous à Dori au mois de septembre prochain pour la deuxième session de l'année, le comité a décidé de lancer à cette session le processus de préparation de zones économiques spéciales de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso.
Et la région du Nord, bien que n'étant pas gâtée par la nature, connaît une intense activité dans la maraîchiculture. La collectivité a acquis ses lettres de noblesse dans la lutte pour la sécurité alimentaire au Burkina Faso et le gouvernement n'hésite pas à multiplier les actions pour améliorer la production. Le chef du département de l'agriculture qui est allé prendre les nouvelles de la campagne agricole sèche en cours a prêté une oreille attentive aux difficultés évoquées par les producteurs et promis du renfort. La tournée a été suivie pour nous par Adama Koulibaly. Nous sommes ici aux abords du barrage de Tougo dans la province du Yatenga. Sur ce site, près de 1500 exploitants cultivent sur 215 hectares des spéculations telles la tomate, la pomme de terre ou encore l'oignon. Des recettes sur cette exploitation sont estimées à plus de 800 millions de francs CFA. Tout comme ce site, les sites de Gonré, toujours dans le Yatenga, et celui de Tansalga dans le Lorum, ont reçu la visite du ministre en charge de l'agriculture. Pour le ministre, il était question de s'imprégner du déroulement de la campagne agricole de saison sèche à travers ses visites terrain et les échanges avec les producteurs. Lorsqu'on parcourt la zone du nord ici, on est vraiment, au bout du compte, on est vraiment ragaillardi parce qu'on voit de la verdure qui s'étend vraiment à perte de vue, ce qui montre vraiment que les producteurs restent toujours, malgré toutes les difficultés qui ont été soulevées, restent toujours engagés autour de cette activité. Alors donc, notre visite ce matin, c'est pour vraiment les encourager, pour traduire le soutien du gouvernement à leur côté, pour continuer à promouvoir ces cultures de saison sèche. La culture de contre-saison occupe une place importante chez les populations rurales, surtout en matière de sécurité alimentaire. Nous sommes satisfaits, bien que nous rencontrons des difficultés. C'est grâce à cette production de contre-saison que nous arrivons à nourrir une partie du temps nos populations. Ce je dis une partie, il y a des périodes de soudure. C'est grâce à cette maraîchiculture que nous arrivons à traverser cette période de soudure sans difficulté, grâce aux revenus de cette production. Pour les difficultés évoquées par les producteurs sur les différents sites, ensablement des barrages, coût élevé des intrants, instabilité des prix de vente, le gouvernement apporte déjà une solution à travers ces remises de matériel et d'intrants avant des actions plus prononcées. La filière Karité occupe aujourd'hui la 4e place des recettes d'exportation des produits agricoles au Burkina Faso. Le gouvernement nourrit beaucoup d'ambition pour ce secteur, d'où le plan stratégique en élaboration pour donner un coup d'accélérateur à la filière qui semble traîner un peu le pas ces derniers temps. Eleonore Yerbanga. 4e produit d'exportation du Burkina Faso, le Karité est aujourd'hui confronté à des difficultés essentiellement liées au manque de coordination des partenaires, mais aussi au faible niveau d'organisation des acteurs. Avec la stratégie de la filière Karité qui sera élaborée au cours de cette rencontre, les acteurs vont ensemble travailler à rationaliser les actions pour mieux promouvoir la filière avec de nombreuses opportunités commerciales. Nous allons faire le diagnostic. Quelle est la situation réelle de la filière? Où en sommes-nous? Nous allons voir où nous voulons aller. Comment les acteurs peuvent regarder dans la même direction afin de proposer les stratégies, les axes où on veut aller. On va voir comment on va y aller. Comment de façon pratique nous pouvons nous organiser pour y aller afin que la filière puisse avoir un rayonnement qu'il faut. Et pour disposer d'un référentiel sûr, le Burkina Faso a sollicité l'expertise du Centre du commerce international. Dans le cadre du projet, ici au Burkina Faso, l'objectif, le mandat du Centre du commerce international est d'accompagner l'élaboration de la stratégie ainsi que soutenir sa mise en œuvre. La stratégie de la filière Karité, une fois élaborée, devra permettre la mise à disposition d'un plan d'action et des projets pour un accroissement de la production et de la transformation du Karité. Mettons maintenant ensemble le carnet d'audience du Premier ministre. Béon Le Kador Tchao a accordé une série d'entretiens hier après-midi avec des acteurs du monde des affaires en France. Il a reçu un représentant d'une société de transport aérien de l'Hexagone, puis les présidents des chambres de commerce et d'industrie de Bordeaux et du Poitou-Charentes. C'est Claudine Bikaba qui nous fait la synthèse de ces audiences.
Le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw a reçu chez lui en audience successivement les présidents de chambres de commerce et d'industrie de Bordeaux et de Poitou-Charentes en France. Ils sont venus en marge de Africalia pour lui transmettre des salutations, le remercier et échanger avec lui sur des perspectives et à l'occasion ont apprécié l'organisation de la 3e édition d'Africalia. En qualité de président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux et des chambres métropolitaines françaises, je voulais présenter effectivement mes salutations à votre Premier ministre et des perspectives effectivement d'action et de développement, un peu en marge d'Africalia, mais au-delà d'Africalia, inscrire dans la pérennité des possibilités de collaboration. Je voulais également lui transmettre les salutations de notre maire de Bordeaux, vous le savez, qui est Alain Juppé, et qui suit de très près toutes les collaborations économiques qu'on peut avoir notamment avec votre pays. Et dans tous les cas, on a, avec la Chambre de commerce, avec les dirigeants que nous avons rencontrés, et on en a reparlé avec le Premier ministre, tracé des pistes de collaboration autour de la formation, autour de l'appui aux entreprises, autour de ce que vous faites en matière d'aéroport. L'idée, dans tous les cas, c'est de nouer des alliances et peut-être ensemble d'ailleurs d'aller vers d'autres marchés, dans le cadre d'alliances un peu constructives, et essayer de travailler ensemble. Et c'était pour remercier Monsieur le Premier ministre de sa présence, qui est venu quand même, par sa présence, donner, je dirais, une validation à notre engagement et à l'échange, je dirais, de nos entreprises pour l'économie du Burkina, mais pas seulement pour le Burkina, mais aussi pour les entreprises en général, celles qui viennent et celles qui reçoivent. En tous les cas, surtout des différentes structures que nous avons faites dans les différents pays, je peux vous dire que vous avez une très très belle organisation et vraiment, vous tenez vraiment à la comparaison. Il a également reçu le représentant du groupe Esis Evia qui est venu échanger avec lui dans le cadre de la construction de l'aéroport de Donsin. Le Premier ministre nous a reçus dans le cadre du partenariat que Egis est en train de réaliser pour le profit du gouvernement du Burkina Faso, notamment dans le cadre de la construction et de la mise en concession du futur aéroport de Ouagadougou-Donsin. Et l'objet de cette rencontre, c'était de lui faire part de certaines idées, de certaines réflexions pour permettre le développement du secteur aéronautique du Burkina Faso, donc en lui donnant des premiers éléments de réflexion sur une stratégie qui pourrait permettre de développer l'industrie et de créer des emplois ici. L'idée du groupe Esis Evia est d'aboutir à une signature de convention. S'il y a un moment important au Forum Africalia, c'est bien les séances de B2B. La plateforme d'échange entre chefs d'entreprise a été prise d'assaut par les participants aussitôt après la cérémonie d'ouverture hier, en contrepartie de Ouagadougou, avec un carnet d'audience bien fourni, un carnet d'adresses bien fourni et des partenariats très bien ficelés. Yolande Lompo s'est intéressée à la première journée qui semblait déjà fort prometteuse pour les hommes d'affaires. À 2 ou à 3, ces entreprises échangent entre elles. Toutes sont ici à la recherche de partenaires afin de faire fructifier leur business à travers cette plateforme d'affaires. Cet homme d'affaires béninois qui évolue dans le domaine du transit et de l'importation des meubles tente d'arracher son dernier contrat de la journée avec une société turque spécialisée dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le textile et dans bien d'autres domaines avant la fermeture de la plateforme à 17h30. Je leur propose par exemple de distribuer, d'être un distributeur de leurs produits. Donc on s'entend d'abord sur le produit. Et maintenant, s'ils sont d'accord, on signe l'accord pour que moi je puisse représenter leur marque chez moi. Et pour la partie turque, c'est une belle opportunité. Pour le moment, c'est la prise de contact, mais après cela, je pense que nous allons arriver à de bons accords parce que nous avons les mêmes objectifs. Assis à cette table, le représentant d'une société française spécialisée dans les travaux d'électricité et de distribution de matériel électrique en Afrique est en discussion avec le consultant d'une entreprise burkinabé qui évolue dans le domaine de l'eau. Tous sont des habitués du forum et ne se contentent pas seulement de rechercher des financements. On sait qu'en Afrique, l'approvisionnement matériel reste un problème. Donc nous sommes là pour proposer à notre partenaire de nous occuper
de tout ce qui est approvisionnement de matériel électrique et de l'accompagner pour l'assistance technique également. Pour une première journée, personnellement, je suis très satisfait. J'ai écouté des gens qui ont bien voulu m'écouter pour dire de quoi on a besoin ici. Et j'ai essayé de m'exprimer le plus clairement possible pour avoir un bon partenaire. À l'image de cette béninoise, les femmes s'affirment également dans l'import-export, mais aussi dans la vente d'appareils électroménagers. Je suis en train de discuter avec le DG de la société ASVI qui est située à Havre. On voulait nouer un partenariat parce que ça tombe bien chez moi. Je suis dans l'import-export des véhicules d'occasion et lui-même est dans ce domaine. Donc il veut bien travailler avec l'Afrique, précisément le Bénin. C'est quelque chose d'intéressant puisque aujourd'hui nous avons des partenaires dans plusieurs pays en Afrique et nous n'avons pas de partenaires au Bénin. Donc ça sera avec plaisir que nous inviterons Madame chez nous au Havre à visiter l'entreprise. De ces concertations entre businessmen naîtront des partenariats. Et ce troisième forum ouest-africain de développement des entreprises est celui de la maturité selon la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Burkina. Un mot de politique à présent avec le groupe parlementaire UPC qui tient ses premières journées de réflexion de l'année depuis ce matin à Waiguia afin de donner à ses députés une meilleure connaissance des enjeux liés à l'organisation de la présidentielle de 2015. Le groupe parlementaire a prévu au programme de cette réunion des échanges avec les spécialistes et un partage d'expériences sur le système électoral. Oumarou Moromenga. Accueillis en liesse par la jeunesse du Waiguia, les responsables de l'UPC présentent leur respect au roi du Yatenga Naba Kiba. Retranché au cœur de la ville, le Parti du Lion entame ses premières journées parlementaires de l'année 2014. Fort de 18 députés, le groupe parlementaire UPC tient ses premières journées sur la problématique de l'organisation du scrutin présidentiel de 2015, responsabilité des partis politiques. Ce parti de l'opposition politique a ses inquiétudes. Comme beaucoup de Burkinabés, nous sommes un peu inquiets par rapport à la présidentielle de novembre 2015. C'est dans un peu plus d'1 an, mais on ne voit rien ou pas grand-chose qui montre que le gouvernement et l'État est en train de se préparer sérieusement à ce que ce scrutin-là puisse avoir lieu. Nous voulons simplement que tout soit mis rapidement en œuvre pour nous donner l'assurance que le scrutin présidentiel de novembre 2015 là, aura bel et bien lieu à la date indiquée. Pour l'UPC 2015, c'est déjà demain. Et les députés du groupe parlementaire sont convaincus que les conditions d'organisation de la prochaine élection présidentielle seront déterminantes dans la consolidation de la stabilité au Burkina. Notre parti, l'Union pour le progrès et le changement, veut conquérir le pouvoir d'État et nous tenons à ce que le parti soit prêt pour affronter ces élections. Et c'est pour cela que nous avons choisi de nous pencher sur ce thème afin de nous imprégner vraiment avec les experts des élections qui nous expliquent vraiment de fond en comble comment doit se dérouler la pré-campagne, la campagne, le jour du scrutin. On a dit qui veut aller loin ménage sa monture. Et nous sommes en 2014. Bon, il ne faut pas attendre 2015 pour commencer à préparer la campagne. Et le groupe parlementaire UPC se donne 2 jours à Waiguia pour cerner sa contribution à l'organisation d'un scrutin libre et transparent en 2015. Et dans le Sahel, Dori serait sur la voie de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement en matière d'accès à l'eau potable. C'est le constat fait par les députés membres de la Commission du développement économique et de l'environnement. Les échanges avec les acteurs du programme national d'approvisionnement en eau potable et la visite des infrastructures ont permis aux élus d'avoir des arguments pour étayer leurs propos. Faisal Amassissé. Par l'adoption en 2006 du Programme national d'approvisionnement en eau potable et assainissement PNAEPA, le Burkina Faso s'est engagé à améliorer les conditions de vie de ses populations à travers la facilitation de l'accès à l'eau potable et la promotion d'un cadre de vie sain d'ici à 2015 conformément aux objectifs du millénaire pour le développement OMD. 1 année avant cette date butoir, les résultats, quoique tangibles sur le terrain, sont fonction des localités.
et les députés membres de la Commission du développement économique et de l'environnement Code de l'Assemblée nationale se penchent depuis ce lundi 24 février 2014 sur le cas de la région du Sahel. À travers 2 exposés sur l'état d'exécution du PNAUPA dans la région du Sahel et de l'expérience de la commune de Dori, les élus nationaux ont pu s'imprégner des réalités de la région qui enregistre un taux de près de 53%. Les objectifs du millénaire pour le développement, je pense qu'en matière d'accès à l'eau potable, ne serait-ce que pour les zones urbaines, je pense que le Burkina sera au rendez-vous. Mais ce qui concerne l'accès à l'eau potable en milieu rural et l'assainissement, je pense que ça va être difficile. Si les résultats ne sont pas reluisants pour l'ensemble des communes de la région, la ville de Dori se distingue du lot avec un taux de 100% atteint en matière d'approvisionnement en eau potable contre 47% pour l'assainissement. Nous avions déjà un programme de latrinisation avec la coopération française. Ce programme est en train de suivre son cours. Et maintenant, nous avons adopté avec l'ONEA un plan stratégique d'assainissement. Si le programme que nous avons est réalisé, ça veut dire que nous aurons à peu près 400 à 800 latrines qui seront réalisées. Toutes les familles qui, dans la ville de Dori, veulent avoir accès à une latrine familiale puissent le faire. Cette mission de la Code a pour objectif de s'imprégner des difficultés liées à la mise en œuvre du programme national d'approvisionnement en eau potable et assainissement afin d'interpeller l'exécutif et de faire un plaidoyer pour une prise en compte des questions liées à l'accès à l'eau potable parmi les priorités au Burkina Faso. Les élus nationaux ont par ailleurs émis le vœu de voir l'expérience de la commune de Dori faire tache d'huile pour le bonheur des populations. À Dédougou se tient la première rencontre interne de l'année du département en charge des réformes politiques. Le docteur Bognessan Arsenier et ses premiers collaborateurs vont voir plus clair dans les priorités du ministère pour 2014 eu égard aux activités menées l'année dernière. Paul Savadoukou. 2013 a été une année charnière pour les ministères chargés des relations avec les institutions et des réformes politiques, avec l'extension de ses attributs aux institutions non parlementaires et l'adoption des projets de loi pour la constitutionnalisation du Conseil supérieur de la communication et du médiateur du Faso. Au cours de l'année écoulée, comme vous le savez, nous avons donc introduit, vous savez qu'au titre du médiateur du Faso, au titre du Conseil supérieur de la communication, il y a eu des projets de loi qui ont été adoptés au cours de l'année pour constitutionnaliser ces institutions-là. Par le passé, ces institutions existaient, mais n'étaient pas prévues dans la Constitution. En 2013, nous avons œuvré à ce que des projets de loi élaborés en concertation avec ces institutions-là puissent être pris en compte au niveau de l'Assemblée nationale. Nous étions même sur le point d'aller rendre notre rapport définitif sur le volet réforme politique quand la situation de l'opération, de la mise en œuvre du Sénat s'est posée en outre et où nous avons été obligés de nous retrouver de façon assez rapide pour réfléchir à un rapport à remettre au chef de l'État. Je dois dire qu'il reste l'application, la mise en œuvre des textes. L'année 2014 s'inscrit dans la dynamique amorcée en 2013. Sur l'actualité politique du moment, le ministre d'État, ministre en charge des réformes politiques, encourage la médiation entreprise par l'ancien président Jean-Baptiste Ouedraogo et fonde un espoir sur les résultats qui en découleront de leurs travaux. Les populations du centre-ouest et du centre-sud sont plutôt assez bien loties en matière de télécommunications. Les installations de l'Onatel dans ces régions sont assez importantes et l'on envisage renforcer le dispositif par la fibre optique. La caravane de presse qui sillonne le pays a pu apprécier les efforts de l'Office national des télécommunications dans ces localités. Abdelaziz Yagibou. Un pylône d'environ 100 mètres de haut qui trône au cœur de la cité de l'Épervier. Sur le mât, plus de 6 antennes reliées au sol par un faisceau hertzien d'une capacité estimée à 2 fois 155 mégabits et une BTS permettant de transporter les informations d'un point à un autre. Ce sont ces équipements qui assurent la transmission des données via le net, le téléphone mobile ou fixe, depuis Manga vers les villes environnantes où la réception et le relais sont assurés par d'autres équipements. Il s'agit notamment de Begodo, Tenkodogo, Po, Moktedo et Kombisiri. On avait ce qu'on appelle des câbles MIC. On transporte 2 mégabits. C'est peut-être pour faire la téléphonie rurale. Donc à partir d'ici, on arrosait quand même quelques abonnés qui demandaient du filaire. On avait 2 MIC.
Donc les besoins ont commencé à augmenter. Et quand les besoins sont accrus, il fallait nécessairement augmenter la capacité de transport. Donc on est passé de 2 MIC à 32 mégabits. Après, on s'est rendu compte encore que la capacité continue d'augmenter, les demandes sont là. Il faut non seulement faire face à ces demandes-là, mais au-delà de la capacité qui traduisent par les différentes demandes des clients, il y a aussi la vétusté et la modernité de l'équipement. C'est ainsi qu'on a décidé non seulement d'augmenter la capacité, mais de prendre un équipement qui est à la pointe là. Au regard de la performance et du rôle de cette technologie nouvelle mise officiellement en service en décembre 2013, la ville de Manga se positionne comme un nœud pour Lonatel dans ses opérations dans cette partie du Burkina. Pour offrir davantage de meilleurs services à sa clientèle de cette contrée, Lonatel envisage à moyen terme la pose de la fibre optique de Ouagadougou jusqu'à Tenkodogo en passant par Manga. Une nouvelle mosquée de vendredi pour les fidèles musulmans du village de Niessega. Le lieu de culte construit grâce à la contribution financière des natifs du village devrait permettre de diffuser la parole de Dieu et permettre également le rayonnement de l'islam dans cette contrée. Suivez la prière inaugurale dans ce commentaire de Bouma Ernest Nebi. L'appel à l'islam entendu par les ressortissants de Niessega. Chacun avec sa pierre, ils ont œuvré main dans la main à faire sortir de terre cette maison de Dieu d'une capacité d'environ 900 places. Question de permettre aux fidèles de ce département du Zandouma de glorifier Allah en commun et dans les conditions les meilleures. Nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir permis, de par notre modestie, de pouvoir réaliser ces infrastructures-là au profit de la population de Niessega et en particulier de Goursi et de tous les Atenga en général. Ce lieu-là n'a pas de prix. Son prix, c'est de pouvoir réunir le maximum possible de fidèles pour rendre grâce à Dieu. Cette mosquée construite sur financement des filles et fils de la localité doit servir de cadre idéal pour diffuser la bonne nouvelle, mais aussi pour tisser et consolider la toile de la cohésion sociale. Quand le prophète, lorsqu'il a quitté la Mecque pour Médine, quand il est arrivé, les premières des choses qu'il a fait, c'est d'abord construire une mosquée. Parce que la mosquée est construite pour une adoration de Dieu et aussi unir les idées et puis les uns les autres. Donc si nous voyons la mosquée construite aujourd'hui, donc nous n'avons pas de doute que le lieu est quoi? C'est un lieu choisi par Allah. Le développement d'une localité passe aussi par la contribution de ses fils et filles, notamment à travers des actions comme celle-ci, indique le grand imam de Niessega, qui en appelle à un meilleur entretien de l'infrastructure religieuse. Cette cérémonie d'inauguration parrainée par le cheikh Abouakar Maïga II de Ramatoulaye s'est voulu une occasion de rappeler aux fidèles que la mosquée est comme un jardin de Dieu où est cultivée la vertu pour tous. Un mot de cinéma et nous parlons du 5e long métrage de Mohamed Saleh Haroun. Grigri du réalisateur tchadien raconte l'histoire d'un paralysé qui a bravé des interdits pour sauver son père gravement malade. Les cinéphiles n'ont pas monnayé leur présence à l'Institut français de Ouagadougou pour l'avant-première du film Salinana. Dans le public, des grands noms du cinéma burkinabé étaient là pour l'avant-première de Grigri du réalisateur tchadien Mohamed Saleh Haroun. Grigri met en lumière une jeunesse qui se bat pour construire un avenir meilleur. C'est l'histoire d'un jeune homme de 25 ans, paralytique qui se rêve en danseur. Mais le rêve de Grigri, interprété par le burkinabé Souleymane Démé, se brise lorsque son père tombe malade. Donc moi, je parle de cette jeunesse-là qui se bat malgré les problèmes, malgré les difficultés et qui essaie de trouver des solutions pour en fait venir en aide à leurs parents. Dans le cas de Grigri, dans le film, c'est que son beau-père, qu'il considère comme son père vraiment, est malade et il doit trouver de l'argent pour pouvoir le soigner. J'ai choisi Souleymane Démé parce que en fait, ce qu'il arrive à faire comme danseur, il est le seul à pouvoir le faire. Et c'est parce qu'il est unique que je l'ai choisi. Parce que c'est un homme de spectacle, parce qu'il danse comme un dieu et que personne d'autre ne peut faire ce qu'il a fait dans le film. Dans Grigri, des séquences bruyantes s'alternent avec des séquences subtiles et très en douceur. Mohamed Saleh Haroun imprime une couleur sereine à chaque séquence,
tout en gardant équilibre et unité. Le film était très bien. Qu'est-ce que vous avez plu dans ce film? Bon, l'histoire d'amour qui est intéressante. Gris-Gris, le personnage de Gris-Gris qui est très touchant aussi. Un personnage un peu mutique. Enfin, vraiment, il est touchant. Voilà, l'histoire est belle, tout ça. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est là où le mec il a préféré prendre la fille pute là. Il n'a pas voulu plutôt voir son côté négatif, mais il a pris en tant qu'une femme. En 2011, le cinéaste tchadien est au Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Il assiste à un spectacle où il découvre un danseur handicapé de la jambe gauche. Ainsi est né Gris-Gris, le 5e long métrage du réalisateur, prix Vulcaine du Festival de Cannes en 2013. Voilà, on s'arrête là pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous et à toutes. À demain.